troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek-Erika. Salut à toutes, salut à tous, ici Annabelle de la rédaction d'Ouzbek-Erika. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour à la porte de Versailles. Nous prenons donc joyeusement la ligne 12 du métro parisien et nous arrivons au Salon du Livre, où le 18 mars dernier, j'avais le plaisir d'animer une table ronde en compagnie d'Alain Damasio, Antoine Jacquier et Dominique Bourg. 2 écrivains et un philosophe. Le premier, Alain Damasio, est bientôt de retour en librairie après des années d'attente, 15 tout de même depuis La Horde du Contrevent, avec un nouveau roman, Les Furtifs, qui est d'une densité assez incroyable et dont je ne vais pas vous dévoiler la fin parce que je suis en pleine lecture. Il y invente en tout cas une espèce capable d'échapper à la traçabilité permanente de nos sociétés. Le second, Antoine Jacquier, est un écrivain suisse, encore peu connu en France, mais qui signe un roman vraiment percutant, inspiré d'un meilleur des mondes bis, dont le héros va s'extirper pour trouver son salut dans la reconnexion à la nature et aux êtres vivants. Il s'intitule Simili-Love. Et enfin, Dominique Bourg, philosophe spécialiste des questions écologiques, qui apporte ici son éclairage sur l'évolution de l'État et sur notre confiance en la technologie qui, pour lui, va de pair avec l'effondrement de notre monde. La question initiale qui les rassemblait était celle d'un futur où l'État disparaît progressivement au profit des entreprises privées. Mais vous allez voir que la discussion se poursuit vite au-delà, puisqu'on finit par aboutir à Alain Damasio parlant de ce que les traces des animaux nous apprennent de leur comportement. Alors peut-on encore échapper à la surveillance technologique ? La technologie nous donne-t-elle le pouvoir qu'elle prétend nous donner ? Et le numérique est-il compatible avec l'écologie à l'heure de l'urgence climatique ? On en parle pendant 1 heure. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous allons donc d'abord nous projeter en 2050 dans une société où l'État aurait abandonner la population aux mains des entreprises privées, parce que c'est en partie le thème de vos livres, Alain Damasio et Antoine Jacquier. Et ensuite, nous allons donc voir comment il est possible de s'émanciper de ces sociétés du tout numérique. Alors, je vous présente rapidement. Alain Damasio, vous êtes écrivain de science-fiction et l'auteur de 2 romans devenus cultes au fil des années. La Zone du dehors, qui est paru en 1999, et La Horde du Contrevent, paru en 2004. Aux éditions La Volte. Vous faites votre grand retour avec votre 3e roman. Je vous vois rire, mais je vous mets la pression. Votre 3e roman, Les Furtifs, attendu donc pour le 21 avril, et dont on espère vous allez nous donner un petit avant-goût, le 18 avril même. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne et spécialiste des questions écologiques. Votre dernier essai s'intitule « Une nouvelle terre pour une autre relation au monde » paru aux éditions Desclés de Brouwer. Mais vous avez également écrit « Inventer la démocratie du XXIe siècle » aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Antoine Jacquier, vous êtes également écrivain. Votre premier roman « Ils sont tous morts » paru en 2013 aux éditions de L'Âge d'Homme. Et vous êtes l'auteur là de Simili-Love, qui est un roman d'anticipation. Vous allez peut-être me reprendre sur ce terme, mais qui est donc à paraître le 21 mars, soit mercredi, aux éditions du Diable Vauvert. Alors, entrons dans le vif du sujet, en reprenant donc le titre de cette conférence, 2050, une société sans État. Cette disparition de l'État, elle est au fondement de votre livre, Alain Damasio. Après La Zone du dehors et La Horde, vous poursuivez avec Les Furtifs la construction d'une dystopie politique dans un univers où les villes du futur ont été entièrement privatisées. Les citoyens ne payent plus d'impôts, mais à la place, ils vont payer donc des forfaits, privilèges, premium ou standard. Et si vous avez un forfait standard, eh bien, vous n'avez accès qu'à 50% des rues de la ville. Les plus grandes villes ont également été rachetées chacune par des entreprises. Vous pouvez nous l'expliquer peut-être un peu plus. Mais ma question est bien sûr, comment vous en êtes arrivé à ce diagnostic-là d'une société entièrement aux mains des entreprises? Bon, c'est assez évident, et puis c'est déjà une lecture du présent. Enfin, c'est extrêmement peu anticipateur, parce qu'on est dans un monde ultra-libéral depuis quand même un bout de temps. Donc, la projection un peu cyberpunk d'une société sans État, ou en tout cas sur lequel les multinationales sont ultra dominantes, est un grand classique de la science-fiction. Donc, j'ai pas du tout l'impression d'innover en faisant ça. Mais ce qui m'intéressait plutôt sur les Furtifs, c'était d'avoir pas un État effondré, mais un État faible.
Voilà, un État qui, voilà, vous savez, emprunte sur le marché bancaire international et donc subit, quand il se dégrade, des taux d'intérêt énormes. Et ça m'avait frappé de savoir que Paris, voilà, empruntait aussi sur le marché bancaire et qui était pour l'instant côté AAA, mais que ça pouvait se dégrader. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais effectivement, il pourrait y avoir un effondrement des régions, et puis des départements, et puis des villes. Et vous savez comment le libéralisme procède, il fragilise comme ça des structures ou des services publics, il les dégrade en les sous-finançant, et une fois qu'ils sont suffisamment dégradés, il fait apparaître une alternative économique censément plus efficace pour les remplacer. Donc j'ai produit ça sur le livre. Mais dans le livre, il y a des villes, donc les villes seulement intéressantes, parce que c'est le capitalisme contemporain, en plus, fonctionne en archipel, c'est-à-dire qu'il va chercher effectivement les villes les plus rentables, les plus efficaces, sur lesquelles il va avoir une population. C'est ce qui se passe déjà sur les régions. La Lombardie va être extrêmement poussée, la région Île-de-France, puis il y a d'autres régions qui vont être complètement abandonnées. Donc on a Paris, donc racheté par LVMH, on a Cannes qui est racheté par la Warner, on a Lyon, capitale de la gastronomie, qui est donc racheté par Nestlé, quoi. Et puis on a surtout Orange qui a été racheté par Orange parce que le nom coûtait cher. Voilà, le nom coûtait cher et de ne pas racheter la marque, c'était quand même très très avantageux. Donc il y a un gros délire sur la Smart City d'Orange. Et parallèlement, oui, il y a des effondrements d'éducation nationale, par exemple, qui s'est largement effondré. Donc il y a des espèces de milices éducatives qui viennent empêcher les proférents, c'est-à-dire les professeurs qui enseignent dans la rue d'exercer. Bref. Mais ce qui m'intéressait, c'était de poser la dystopie classique donc, de ce monde ultralibéral et parallèlement d'avoir des communes ou des villes qui ont été abandonnées ou rachetées par les habitants. Les habitants les ont rachetées et du coup, en les rachetant, propose des modèles sociétaux, des modèles de fonctionnement collectif qui sont différents et qui peuvent s'apparenter à des ZAD ou en tout cas à des communes au sens radical de gauche, on va dire. Donc voilà, je voulais ouvrir ce sens-là en disant le libéralisme n'est pas un totalitarisme au sens où il n'a pas vocation à tout gérer. Il s'en fout de gérer maintenant la société. Il va gérer que les centres de profit, les villes intéressantes. Donc, ce qui reste dans l'ombre de ce capitalisme centré permet aussi d'ouvrir des brèches, quoi. Voilà. Très bien. Antoine Jacquet, dans Simili Love, vous nous emmenez en 2039 avec Foogle. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle voit l'analogie avec une entreprise actuelle. Foogle a donné accès au dossier numérique de chaque citoyen pour $100, ce qui a créé un chaos complet dans la société, puisque évidemment ça a déchiré les liens sociaux, créé des conflits, créé de l'isolement. Et vous ajoutez une couche à ce beau tableau, puisque vous aussi vous scindez donc la société. Enfin, ce n'est pas vous, mais ce sont les algorithmes qui scindent la société en 3 castes selon leur pouvoir d'achat. Nous avons donc les élites, les désignés et les inutiles qui représentent 70% de la population. Même question, où voyez-vous la disparition de l'État dans notre quotidien aujourd'hui ? Beaucoup de choses qu'on trouve dans le livre et qui se passent dans quelques décennies, en fait, sont déjà de fait dans notre société aujourd'hui, mais ne sont pas nommées. Donc là, c'était vraiment verbaliser, dire les choses. Donc c'est une anticipation en effet, mais c'est vrai qu'à sa lecture, on a souvent l'impression qu'on est en train de parler de notre monde d'aujourd'hui. Pour répondre à la question, en fait, c'est la fusion, Foogle, donc Facebook et Google. Cette fusion, c'est vraiment les GAFA qui fusionnent et qui fusionnent ensuite avec les multinationales. Ce qui se passe, cet apartheid, cette ségrégation, c'est une manière de sauver le monde. C'est l'intelligence artificielle qui a trouvé cette solution, puisqu'on n'a plus assez de ressources, puisqu'on n'a plus assez d'énergie. Il suffirait de sacrifier le 70%, 70%, je viens de Suisse, le 70% de la population mondiale. Puisque le 70% de la population mondiale est plus nécessaire au fonctionnement et à l'économie, ils ont osé le faire. Et ça permet ainsi aux ultra-riches et aux riches de continuer de fonctionner dans la même logique de croissance pour un temps. C'est un peu le Titanic, hein. La première classe sacrifie la troisième classe, puis la deuxième classe, puis coule avec. Dominique Bourges a évoqué votre spécialisation sur les questions écologiques, mais vous êtes aussi un spécialiste de la citoyenneté. Qu'est-ce que vous inspire
ces premiers scénarios et quel est le pouvoir des citoyens face à tout cela? Alors, je voudrais déjà relater une anecdote. C'était dans les années 90. J'avais été invité par quelque chose qui s'appelait le G9 ou G7, je ne sais pas quoi, mais c'était les grandes entreprises. Et le thème de cette rencontre, c'était la disparition des États. Donc, on est tout à fait dans ce scénario-là. Alors maintenant, moi, je voudrais quand même introduire une nuance, parce que si vous voulez, ce qu'on a entendu par État en Occident, c'est ce qui faisait face à la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, pour autant qu'ils produisent, échangent et consomment. Et ça, c'est un modèle qui est totalement occidental. Quand on parle de fin de l'État, il faut faire très attention. Si vous allez chez Poutine, je suis vraiment désolé, mais là, vous avez un État mafieux, hyper puissant. Et l'idée de la fin de l'État n'a aucun sens. C'est-à-dire que là, l'État maîtrise toujours l'économie. Et on peut envoyer un oligarque en prison du jour au lendemain. Et puis, vous avez le modèle chinois, c'est pareil. C'est au contraire un État dont la puissance est notamment commerciale. Et il l'organise lui-même, la route de la soie, etc. Donc, attention, dans nos fantasmes de disparition de l'État, on est dans la partie occidentale du monde. Et là, d'une certaine manière, je dirais que c'est déjà fait. C'est-à-dire les États occidentaux, et c'était voulu par la néolibéralisation, on n'est plus dans le schème 19e, première moitié du 20e à la Hegel, où l'État est là pour réguler les différentes parties en conflit de la société civile, pour leur permettre d'exprimer leur dynamisme sans que la société civile explose. Là, on a un État qui est un simple facilitateur du commerce international. On a un État qui organise les inutiles. Et là, avant Antoine Jacquier, il y a un économiste qui s'appelle Pierre-Noël Giraud, qui a écrit un excellent livre sur l'homme inutile. Mais c'est exactement dans le sens où dans son roman, l'emploi Antoine. Et puis vous regardez par exemple la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est-à-dire le texte juridique qui encadre toutes les COP, de la première à la dernière à Katowice. Vous prenez l'article 3, alinéa 5. Toute défense du climat qui irait à l'encontre du commerce international est à bannir. Quand vous regardez les fameux objectifs du développement durable de l'ONU, le début, c'est très sympa. Il y en a 3 seulement sur 17 qui parlent d'environnement, donc ça commence déjà bien. Et dans ces 3-là, le début du texte, on vous parle d'environnement. Mais à la fin du texte, vous ne voyez plus la présence lexicale de l'environnement, c'est produire et consommer. Donc en fait, on est déjà dans ce monde-là. On est dans ce que Michael Walzer appelait dans les années 80 un impérialisme de marché. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre monde, tout ce qui ne relève pas du payer, ne pas payer, n'existe pas. Le marché de l'art, c'est, je ne sais pas moi, si vous prenez un Balloon Dogs de, comment il s'appelle là, le trader, Jeff Koons, vous n'avez aucun critère, si ce n'est l'échange sur un marché pour dicter le prix. Aux États-Unis, c'est très clair, la loi est soumise, la production de loi est soumise à l'analyse coût-bénéfice. Ce qu'on appelle science aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas des sciences. Un OGM, ce n'est pas de la science, c'est une technique. Le côté scientifique, c'est la méthode pour pouvoir le produire, mais l'objet n'est pas du tout scientifique, c'est un objet technique qu'on vend sur un marché. Et les gens qui le promeuvent ont des intérêts particuliers. Enfin, je dis bien ni mal, on s'en fout, mais c'est pas de la science, etc., etc., etc. Donc on est déjà dans ce monde-là. Alors après, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que, ok, mais ce que l'un et l'autre dit est intéressant, c'est-à-dire que si les États, au sens où on l'entendait, disparaissent, ce n'est pas le pouvoir qui disparaît. C'est la prétention universelle de l'État à gérer tous les citoyens. Dans leurs 2 discours, c'est ça qui est la chose essentielle. On vire les inutiles, après on va virer les désignés, et puis les autres vont finir par être détruits par l'intelligence artificielle. Parce que si vraiment, c'est un pur fantasme, hein, mais si vraiment il y a une intelligence artificielle, pourquoi voulez-vous qu'elle préserve cette espèce qui pète tout ? C'est complètement idiot. Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, oui, ce qui change avec l'État, vous avez du pouvoir, mais vous n'avez plus la prétention universelle de l'État et de s'occuper de tout le monde. C'est ça qui caractérise ces anticipations littéraires. Et je dirais que c'est déjà un peu en cours. Pour revenir à la question de la surveillance, puisque vous avez tous les deux tiré évidemment le scénario actuel déjà de la surveillance que nous observons. Alain Damasio, vous analysez ces sociétés de contrôle que vous appelez sociétés de contrôle mutuel ou sociétés de contrôle horizontal depuis 15 ans déjà. Qu'est-ce que vous inspire 2018 à cet égard, puisque vous avez
mine de rien, déjà dressé un diagnostic il y a 15 ans qui n'était pas mais si plus loin. que ça, parce que c'était il y a 25 ans, j'avais commencé le livre en 92, quoi. Donc à l'époque, c'était très, très rigolo, parce qu'à l'époque, c'est le moment où Gilles Deleuze sort Post-Scriptum sur les sociétés de contrôle, qui est un texte très très court de 5 pages que si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande instamment, moi qui a été un déclic dans mon parcours, dans ma prise de conscience politique aussi. Et à l'époque où Deleuze sort ce texte, je crois que c'est 91 dans notre journal ou 90, il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il sent l'émergence de quelque chose que Foucault déjà avait commencé à mettre en place avec l'idée de société de normalisation, mais avec Foucault, on était encore régime féodal, régime disciplinaire, et puis apparaissait un petit peu la biopolitique et puis les régimes de normalisation, mais c'était encore à l'aube des années 70, 80, bon. Et quand moi je tombe là-dessus, pour moi c'est le Graal, quoi. C'est-à-dire que je me dis, il y a un livre à faire. En tout cas, pour moi, je ressentais profondément parce que j'ai fait une école de commerce, j'avais subi cette espèce de capitalisme évident et latent dans lequel on nous fait grandir quand on fait ces écoles. Et je me suis dit, il y a un 80K des sociétés de contrôle à faire. En tout cas, il faut faire émerger ça, et il faut faire émerger ce qui vient, ce nouveau régime de pouvoir qui vient, en montrer les spécificités, le dénoncer et montrer comment on peut y résister. Bon, sauf que c'est 92, 95, et c'est juste avant l'arrivée de la grande révolution numérique, c'est-à-dire l'arrivée à la fois du téléphone portable et après du smartphone, et surtout l'arrivée d'Internet, quoi. Et sinon, il s'est produit une collusion extraordinaire entre le pouvoir numérique et le contrôle, c'est-à-dire le contrôle a bénéficié de la technostructure du numérique de façon extraordinaire, et ce qui fait qu'il s'est déployé de façon exponentielle en extrêmement peu de temps. Ce qui fait que ce qui apparaissait comme une anticipation un peu avant-gardiste est complètement aujourd'hui, moi je trouve, ringardisé, quoi. Et du coup, quand j'ai repris donc les furtifs là maintenant, 25 ans après on est passé vraiment à une société de traces, quoi. C'est-à-dire que c'est la traçabilité omnipotente, omniprésente qui régit nos vies. Et du coup, l'enjeu de la furtivité, c'est l'enjeu de la possibilité d'échapper à cette traçabilité devient beaucoup plus aigu, quoi. Voilà. Donc mais c'est intéressant de voir comment, entre les deux livres, en 20 ou 25 ans, ça a été le raz-de-marée, quoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que à l'époque où émerge le régime de contrôle, je suis encore dans une conception philosophique finalement assez banale, qui est que ce pouvoir vient du haut et descend progressivement vers nous de façon assez pyramidale. Alors, c'est soit les médias, soit le gouvernement, soit les multinationales, les trois monstres, les trois ennemis classiques. Et j'essaye de dire quand même dans la zone du dehors que le contrôle est horizontal, qu'il est croisé, qu'il est tissé, mais au fond, moi-même, j'y crois pas vraiment, quoi. Alors, je mets des tours panoptiques du citoyen au milieu, j'essaye de rendre ça plus horizontal, mais même je trouve dans la fiction, c'est pas encore restitué. Et aujourd'hui, vraiment, le côté intra-contrôle, inter-contrôle, tissage horizontal, le fait que n'importe quel patron effectivement va googliser ses employés, mais aussi n'importe quel employé qui rentre dans une société va googliser son patron, va essayer de savoir, chercher et obtenir le maximum d'informations, le tracer, le père qui surveille sa fille, la fille qui surveille son père, le mari qui surveille sa femme, etc. Le prof qui parfois regarde ses élèves, mais aussi les élèves qui vont voir sur Internet ce qu'est le prof. Enfin, tout ce réseau d'entre-surveillance, d'inter-surveillance, c'est beaucoup plus développé. Et bien sûr, en conséquence finale, il y a aussi ce côté self-control, autocontrôle, autocensure, méfiance, volonté de protéger sa vie privée, puis simplement de ne pas oser faire certaines choses parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va être restitué. Moi, je vois rien que sur les conférences que je fais. Maintenant, je fais attention sur certaines choses que je peux dire par rapport à la violence, notamment. Je me dis, bon, c'est enregistré, ça va être restitué sur Vélo, ça va, tu vois. Avant, je m'en foutais, j'avais une salle, j'avais des gens, et puis il y avait un rapport direct, et je discutais avec eux. Maintenant, je ne peux plus le faire aussi bien. Donc voilà, on est passé à un stade totalement exponentiel. Et du coup, ça implique même au niveau de la création et des méthodes de lutte contre ce monde-là. Moi, je suis passé à un niveau dans l'hyper-vivant à travers les furtifs, c'est-à-dire une espèce, j'ai carrément créé une espèce capable de vivre dans l'angle mort de la vision humaine parmi nous, est capable d'échapper totalement aux mécanismes de détection, aux senseurs, aux smart cities, aux détecteurs, en se fondant dans l'environnement. Et donc, je donne la porte à travers le vivant, quoi. Le soupirail pour sortir de l'anthropotechnique du contrôle se passe par le vivant et non plus par le hacking ou par des procédés technologiques comme je l'avais fait plus sur la zone. Donc c'est une autre porte. Voilà, j'essaie d'ouvrir. On va parler bien sûr après des échappatoires possibles. Antoine Jacquet, sur cette question du consentement que nous donnons tous à cette société de surveillance, votre héros tombe amoureux d'un androïde, d'un robot sexuel
dont il va s'éprendre en fait, parce que cet androïde lui accorde une attention absolue pour nourrir ses algorithmes de son être en fait, de ce qu'il est. Pour vous, c'est la métaphore de quoi ça? Alors, c'est pas un robot sexuel, hein, c'est vraiment un androïde de compagnie, facilitateur de vie, comme je pense que nous aurons d'ici 20 ou 30 ans, si tout ne s'est pas effondré d'ici là. Il y a un certain déni par rapport aux androïdes. Personne ne veut y croire, mais enfin, beaucoup de gens investissent. Les chercheurs adorent chercher dans ce domaine parce que c'est vrai que c'est passionnant. Donc, les gens investissent parce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire. On parlait de la métaphore, hein. On peut faire la métaphore avec le smartphone, puisque pour l'instant, les applications ne sont pas dans des robots, bien qu'on ait déjà le robot Pepper qui fonctionne avec le cloud et envers qui les gens ont des sentiments. On peut aujourd'hui vivre tout le panel des sentiments et des émotions humaines au travers du numérique. Je crois qu'il n'y en a pas une qu'on ne peut pas vivre. Joie, réjouissance, dépression, deuil. Tout ce qui se passe sur nos smartphones peuvent nous éveiller tous ces sentiments, d'où mon titre Simili Love, puisqu'il est possible de se contenter de ça, et on essaye de plus en plus, visiblement, de nous faire nous contenter de ça. Pour revenir à l'Android, c'était mon idée de base, cet Android pour mon texte, parce que c'est vrai que j'ai été assez fasciné. On a beaucoup de séries là autour, que ce soit Real Humans il y a 6 ou 7 ans. Je ne dirais pas le titre en langue originale. Ça n'a pas arrêté, mais enfin, ça date du début du XXe siècle, les premiers films là-dessus. Par contre, à partir du moment où j'ai entamé ce texte, j'ai dû imaginer tout le contexte qui va autour, ce que va devenir le monde dans les 20 prochaines années. Et à partir de là, finalement, mon contexte prend le dessus sur la relation à l'Android dans le livre. Et c'est vrai que j'ai lu vraiment un peu tous les essais sur le sujet. Et c'est intéressant de voir quels profils sont réunis ici. Moi, je viens de la littérature blanche. Je réalise que la SF, qui n'est pas mon monde, parle de choses sans doute plus importantes aujourd'hui par rapport à l'urgence que ne le fait la littérature blanche. Et puis, on a besoin d'écologie, d'urgence écologique aujourd'hui. Donc, je vais être embêté après ce livre de revenir à autre chose que l'anticipation, parce que j'ai l'impression que j'ai pas fini mon truc tellement c'est énorme. On parle beaucoup d'effondrement, de collapsologie ces temps. Pablo Servigne, je crois, était là il y a quelques jours. Toutes ces horreurs ne seront possibles que si on commence par survivre au réchauffement climatique et à la catastrophe écologique. Donc peut-être que les solutions pour survivre qu'on trouve dans mon livre, parce qu'ensuite le héros part à la recherche de son fils dans le territoire des inutiles qui, eux, se sont réorganisés sans électricité ou un minimum grâce au solaire. Si on ne trouve pas des solutions pour ne pas détruire la planète dans les prochaines décennies, on ne va même pas découvrir ce que l'intelligence artificielle pourrait nous réserver. Juste un petit mot sur le livre d'Antoine, parce qu'il y a quand même un truc absolument génial dans ce qu'il fait sur le contrôle, c'est que cette idée de la grande lumière au début, c'est-à-dire que Google décide de mettre sur le marché, de vendre toutes tes données. C'est-à-dire tu peux acheter les données de ton voisin, de ta femme, de ta fille, de ce que tu veux. Et ce qui est génial dans la logique de contrôle, c'est que c'est bien plus terrifiant de savoir que des proches vont avoir accès à ces données que le gouvernement, l'État ou n'importe quelle multinationale. Et ça, je trouve, c'est très juste. C'est ça l'enjeu du contrôle, en fait. Et du coup, la honte qui s'abat sur la société, parce que plus personne n'ose sortir, parce qu'on a accès à vos traces, à tous les sites sur lesquels vous avez surfé depuis 20 ou 30 ans. Et après, ce qui est génial, la deuxième étape dans le bouquin, c'est que comme il est amoureux d'une androïde et qu'il vit avec son androïde, il se rend compte que cet androïde a accès à une sorte, il appelle ça la mère, quoi, a accès à toutes les données du cloud de tous les autres androïdes qui eux-mêmes ont accès à toute la vie, bien sûr, des propriétaires avec lesquels ils vivent. Et en un clin d'œil, donc en un clin d'œil, tu peux avoir accès à n'importe quelle ville, de n'importe quelle personne dans l'avion. Et je trouve que ça fait une espèce de court-circuit mental, et c'est ça la force de la science-fiction, parce que pour moi c'est de la science-fiction, cette force de rendre réel comme ça des concepts qu'on a beau vous répéter avec Snowden depuis des années, ça reste abstrait. Et là, tout d'un coup, tu as une scène dans l'avion où il discute avec son android, il dit mais lui, tu sais ce qu'il fait, etc. Il dit, oui, lui, il adore la fessée, etc. Tu vois. Et tu le prends comme ça, il y a une fulgurance qui se crée. Et c'est ça la force, je trouve, de la littérature dans ce type d'enjeu, quoi. Et là, il en dit énormément en 2 secondes, quoi. Voilà. Enfin, en une scène, quoi. Ouais.
Dominique Bourg, sur toujours cette question de notre consentement à la surveillance, qu'est-ce que nous apprend le philosophe? Il est déjà en cours, ce consentement, puisqu'on ne se méfie pas, tout le monde utilise ces instruments. On sait très bien que quand WhatsApp a été vendu, c'est évidemment pour pouvoir utiliser les big data, donc nos propres données. Le fait qu'on ait laissé un opérateur, enfin un des opérateurs mondiaux, puisque la Chine en a d'autres, mais comme Google, finalement, joue un rôle de service public, tout simplement. D'où effectivement la crédibilité du scénario du livre d'Antoine. Mais moi, je voudrais avant ça revenir, si vous voulez, sur d'autres aspects plus classiques, mais dont on voit seulement maintenant les résultats. Enfin, tout ce qui se passe depuis le Brexit, vous ne l'auriez jamais eu sans tous ces instruments. C'est-à-dire que ce sont des instruments... Alors, on peut soit utiliser de manière verticale, soit de manière horizontale, par exemple comme les gilets jaunes. Mais ce sont des instruments qui permettent d'exercer à des niveaux divers des pouvoirs extrêmement forts et de façon extrêmement rapide. Et toute Google, enfin la stratégie qui était celle de Google et de YouTube, etc., ça a été quand même de décrédibiliser les médias classiques pour pouvoir vendre des fake news, des trucs complètement délirants. Alors, ce que je trouve de plus fort dans le genre, c'est ce qui se passe, par exemple, avec les platistes. J'explique peut-être ce qu'est un platiste, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais un platiste, c'est quelqu'un qui est persuadé que la Terre est plate. Bon, et il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, ils sont probablement près de 20 millions. Et sur Google, vous avez 6 millions de vidéos qui vantent les mérites du platisme. Alors, le climato-scepticisme, bon, si vous pensez que la mer est plate et que l'eau ne se barre pas parce qu'il y a de la glace au bord, c'est même pas la peine de parler de changement climatique. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, on a des entreprises, si vous voulez, d'abrutissement, hein, d'abrutissement de masse qui marchent extrêmement bien. Là, ce que vous voulez dire, c'est que les grandes entreprises du numérique participent. C'était une stratégie voulue, totalement voulue. Et bon, vous prenez un pays comme les États-Unis, où le système d'éducation classique, ce qui équivaut au nôtre secondaire, vous sortez, vous êtes illettré. Hein, vous ne rentrez pas directement à l'université, vous passez par un collège, et là, on vous remet à niveau en 2 ou 3 ans, ce qui est un peu gênant pour l'efficacité de nos propres systèmes. Enfin, quand même, ça veut dire que sciemment, on organise la bétification de masse. Et pour moi, ce n'est pas sans lien avec effectivement l'homme inutile. Parce que et avec le fait que les États se sont retirés dans leur mission universelle, sauf quelques États hyper autoritaires ou mafieux. Et là, l'universel, on peut avoir aussi quelques doutes. Mais donc, effectivement, on a un pourrissement total. Et quand vous regardez depuis 2 ans, depuis le Brexit, à chaque élection, on élit le pire. Et cette élection du pire, elle joue toujours sur l'usage des réseaux sociaux. Hein, l'élection de Bolsonaro. Alors Bolsonaro a dans son entourage quelques platistes. C'est un type illettré, abruti, foncièrement violent. Et il a été élu avec les évangéliques. Alors quel rapport il y a entre le discours des évangéliques et l'évangile, je vous le demande, moi je ne vois pas bien. Enfin en tout cas voilà, on est sur ce monde-là où on est devenu extrêmement fragile, extrêmement malléable et effectivement ça rend possible des scénarios comme ceux de nos 2 amis. Bolsonaro au Brésil, Trump, toutes ces dernières élections. En fait, Dominique Bourg, on va rester avec vous parce qu'on a besoin d'un peu d'espoir. Et vous appelez à inventer un autre rapport au monde. Où l'homme n'est plus donc celui qui domine la nature, qui exploite ses ressources. Et ma question, c'est est-ce que la confiance en la technologie, parce qu'on reste quand même sur ce sujet-là, est-ce que la confiance en la technologie est en partie responsable de notre perte? Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses de façon moins binaire? C'est la grande illusion de l'Occident. C'est probablement la raison pour laquelle on va se casser la figure, d'ailleurs. Mais la grande illusion de l'Occident, c'est qu'on peut tout attendre des techniques, qu'elles sont absolument toutes puissantes. Moi, je vais simplement vous montrer en quoi, quand même, le raisonnement est parfois bizarre. Si vous écoutez un Laurent Alexandre, etc., il n'y a pas de problème, on va vivre sur Mars. Alors maintenant, réfléchissez au truc.
on casse la vie sur cette planète. On n'est effectivement pas capable de la restaurer. Et c'est précisément pourquoi on devrait partir sur Mars. Et le programme sur Mars, c'est de terraformer Mars. Donc, on n'est pas capable de maintenir une planète en vie, et l'issue qu'on nous propose, c'est d'aller sur une planète morte. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le raisonnement, mais c'est assez bizarre. C'est totalement crétin. Et ça marche à fond. Le nombre de gens qui adhèrent à ce discours. Hein, vous avez vu, il y a quelques années, il y avait une entreprise hollandaise qui voulait emmener les gens sur Mars et qui leur a dit, évidemment, c'est un billet aller simple. En quelques minutes, ils avaient plus de 200 volontaires. Et vous imaginez bien qu'Elon Musk, qui veut envoyer des gens sur Mars, il ne va pas y aller lui-même, hein, rassurez-vous. Je vous rappelle que sur Mars, il y a une petite atmosphère qui ne nous permet pas de respirer. Vous n'avez rien à manger, rien à boire, probablement pas grand-chose à voir. Il faut vous terrer, entre guillemets, évidemment, terrer sur Mars, parce qu'effectivement, on est détruit par le rayonnement. Et si vous asseyez par terre, vous avez intérêt à avoir une bonne combinaison parce que le sol est acide. Donc voilà l'espoir qu'on donne aux gens. Pétons la Terre et allons vivre sur Mars. Même Elon Musk dit d'ailleurs qu'il oui, a 90% de chances de mourir sur Mars. Normalement, ça ne marche qu'avec des crétins. Eh bien, ça marche quand même. Mais ça marche chez nous. Voilà. Étonnant. Très bien. Alain Damasio et Antoine Jacquier, est-ce qu'on ne peut pas concilier une vie technologique et qui permet pour autant le vivre ensemble? Parce qu'on a quand même l'impression que... Alors, Antoine Jacquier, commençons par vous. Dans votre livre, vous divisez les... Parce que de fait, la société est divisée en castes et que les 70% d'inutiles ont été éloignés de la technologie, même si des drones les surveillent. Et donc, on a l'impression que notre seule issue est de s'éloigner de la technologie pour retrouver la connexion à la nature, la connexion aux autres. C'est pas forcément la seule issue. Ce qu'on vit actuellement, par exemple, nous sommes ici des désignés. Peut-être y a-t-il quelques élites dans la salle. Peut-être quelques élites se cachent. Par rapport à mon livre, nous serions plutôt les désignés ici. Donc on vit avec la technologie, on a du plaisir à l'utiliser, on s'énerve souvent on ne comprend pas, souvent on doit demander de l'aide, mais elle apporte beaucoup de plaisir. Je parlais tout à l'heure des émotions, des sentiments, elle relie les gens entre eux qui ne se connaissaient pas, les réseaux sociaux ont vraiment des aspects extrêmement positifs. Le problème est que tout ça est un outil qui fonctionne de pair avec la raison marchande qui, depuis le 19e siècle, prend le pas sur les États ou plutôt leur dicte, hein, ça sera plus juste, leur dicte quelle est leur marge de manœuvre pour quand même respecter ce système qui se met en place, qui a traversé, c'est même peut-être depuis la Renaissance que les marchands prennent le pouvoir, mais depuis la révolution industrielle, si on veut l'appeler comme ça, mais qui est plutôt l'inversion du pouvoir de la raison marchande qui s'est soumis le social. Jusque-là, oui, c'était encore vraiment, appelons ça la raison marchande, fonctionnait un peu en harmonie avec la politique et le social. Et tout d'un coup, elle a pris le dessus au moment de cette révolution industrielle. Et tout d'un coup, il a fallu que pour servir la raison marchande, toutes les sociétés s'organisent et se soumettent. Et le travail en lui-même est devenu un produit. Donc, le travailleur est devenu un produit. Et ça s'est amélioré, si on ose le dire ainsi, pendant tout le XXe siècle. Donc aujourd'hui, toute cette technologie nous sert. Par contre, elle est clairement au service c'est plus la raison marchande, la raison économique aujourd'hui. Donc on est quand même, on est quand même on reste le produit. On a accès à cette technologie si on peut financer ceux qui nous la mettent à disposition. Et c'est très difficile de comprendre qu'on est vraiment soumis à l'économie et cette aberration que l'humain est au service du travail et non l'inverse, qui était le cas encore jusqu'au XVIIIe siècle, où les gens pouvaient s'organiser pour avoir un travail, trouver des solutions pour l'artisanat disparaît parce que justement ça ne rentre pas dans cette raison marchande. Donc voilà, on est quand même juste
un rouage dans un système économique où on essaie de trouver notre plaisir tant bien que mal. Et on se sent à l'étroit. Moi, je connais peu de personnes qui se disent « Ah, j'aime cette liberté dans le numérique, j'aime cette liberté, je me sens bien dans ma vie aujourd'hui. » Rien que ça, je croise très peu de gens qui se disent contents de leur vie aujourd'hui. Et je dis le numérique, hein, mais c'est une emprise plus générale, puisque la finance en fait partie, nous écrase. Et c'est très difficile de comprendre le mécanisme qui s'est mis en place pour qu'on en soit là aujourd'hui. Alain Damasio, vous parlez souvent de dévitalisation. C'est votre côté deleuzien, comme vous l'appelez. Ouais, ou spinozisme. On sait que Deleuze opère la synthèse Spinoza-Nietzsche. Enfin, c'est une des interprétations qu'on nous donne. Moi, il y a deux critères. En fait, il y a deux critères sur le rapport à la technologie qui pour moi, sont ultra importants. Il y a un premier que je tire justement de Spinoza avec ma bâtardise d'un auteur de SF, parce que je ne suis pas du tout un philosophe ni quoi que ce soit, mais c'est le concept de pouvoir et de puissance. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technophilie ambiante, et qui est supportée évidemment par l'économie marchande, nous dit on va vous donner du pouvoir. On va lui donner du pouvoir sur le monde, sur votre environnement, donc à travers les smartphones, à travers toutes les technologies qu'on vous donne. Donc pour moi, le pouvoir, c'est faire faire. C'est-à-dire qu'on vous donne des technologies pour faire faire à la machine quelque chose. C'est-à-dire qu'on externalise des capacités qu'on a nous-mêmes au départ, qu'elles soient physiques ou cognitives, vers la machine. Et puis, la puissance, au sens persévérer dans son aide, au sens du conatus, au sens spinoziste, ça serait, pour moi, c'est la puissance de l'imagination, c'est la puissance de la création, c'est la puissance de ce que l'être humain est capable de faire directement avec ce dont la nature l'a doté. Et pour moi, ces deux courbes d'accroissement du pouvoir et d'accroissement de la puissance, je pense pendant très longtemps, elles ont marché ensemble. C'est-à-dire que le pouvoir que nous donnait la technique, par exemple l'invention de l'imprimerie, etc., nous a donné aussi une puissance par exemple, de nous cultiver, de devenir plus intelligents, etc. Et puis je pense qu'il y a eu à un moment donné une sorte de croisement des courbes. C'est-à-dire que depuis un certain temps, tous les pouvoirs qu'on vient rajouter technologiquement à nos vies se payent par un appauvrissement en termes de puissance. Voilà. Des fois, je donne l'exemple, qui est peut-être un peu débile, un peu naïf, du GPS, mais moi, le GPS, ça me passionne beaucoup au sens où, voilà, c'est un pouvoir sur la capacité d'orientation dans l'espace, d'accord ? Cognitivement, ça nous permet de nous orienter dans n'importe quelle ville qu'on ne connaît pas, n'importe quel lieu. Mais quand tu utilises systématiquement le GPS, tu perds la capacité de t'orienter dans une ville, de la comprendre, de la mémoriser, de te situer par rapport à la mer, par rapport à la colline, par rapport à énormément de choses. Et cette perte cognitive-là se paye d'un appauvrissement de la vie et effectivement d'une dévitalisation. Donc ça, c'est le premier critère. Moi, je dis aux gens, quand on vous amène le pouvoir d'une technologie, posez-vous la question de qu'est-ce que vous perdez tu vois ? Quand on dit réalité augmentée, moi je dis ouais, mais qu'est-ce qu'elle appauvrit aussi, tu vois ? Avoir conscience juste de ça, quoi. Et la deuxième chose, et ça c'est plus Ivan Illich auquel on revient, je trouve, et avec raison, c'est de dire il y a des technologies qui nous donnent de l'autonomie, et on retrouve aussi l'idée de puissance, et les technologies qui sont hétéronomes. C'est-à-dire que les technologies, je vous donne un exemple super con, je prends le vélo, d'accord, la technologie du vélo. Vous prenez un vélo, vous crevez. Vous avez toujours la possibilité de prendre un démonte-pneus, de mettre une rustine, de regonfler, de redémarrer. Votre chaîne, elle saute, vous pouvez remettre la chaîne. C'est-à-dire que vous avez une capacité, une faculté de réparer cette machine-là et de vous approprier la technologie du vélo. Voilà. Si vous prenez les bagnoles modernes maintenant, vous avez une carte, vous foutez la carte, vous appuyez sur un bouton on-off. Si ça ne démarre pas, vous êtes comme un con et vous appelez le service pour venir vous dépanner. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune autonomie. Ce n'est pas la peine d'ouvrir le capot, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. De toute façon, tout est occulte. Voilà. Et quand on prend des boîtes comme Apple, ils ont généré toute leur industrie autour de technologies hétéronomes sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir au nom de la facilité, au nom de la fluidité, etc., quoi. Et ça, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le hacking. J'aime beaucoup le hacking au sens hacker égale bricoler, quoi. C'est-à-dire que toute technologie qui est bricolable, appropriable, modifiable, réparable, qui reste à dimension humaine, eh ben oui, c'est génial et ça accroît notre puissance, quoi. Et peut-être qu'un des critères qui serait possible dans les communes ou en tout cas les utopies, c'est de dire on met en place effectivement ce qu'on appelle du low-tech, c'est-à-dire des technologies sur lesquelles on a encore la main, voilà, qu'on peut modifier, transformer, bricoler. Et là, effectivement, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les ads, quoi. Tu vois, ils récupèrent des vieilles scieries, etc. Mais bon, ils apprennent à les utiliser, ils ont la maîtrise à peu près de tout ça. Donc c'est plus le fait qu'on a fait une technologie qui nous rend, qui nous perd notre autonomie, qui est grave, voilà. Dominique Bourg, vous vouliez réagir? Non, je trouve ce que vient de dire Antoine, c'est absolument fondamental.
je vais le dire avec d'autres mots, mais en fait, c'est à peu près la même chose. Ce qui a caractérisé l'histoire des techniques, on peut le dire avec un mot un peu barbare, hein, d'exosomatisation. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pas que l'espèce humaine, hein, les espèces animales, l'espèce humaine, on a la capacité d'utiliser un élément de l'environnement et d'en faire un élément de notre développement. Et nous autres humains, on l'a fait aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan cinétique du mouvement. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de maths, penser aux Grecs, à la géométrie. S'ils n'avaient pas eu du sable et un bâton, impossible de dessiner des figures, pas de géométrie. Si vous n'avez pas d'abscisse et d'ordonnées, si vous n'avez pas les conventions numériques pour les équations, vous ne pouvez pas résoudre des équations. Et puis, on est allé de plus en plus loin. Alors, par exemple, quand on nous dit qu'un ordinateur a vaincu le champion du monde du jeu de Go, c'est une connerie totale. C'est évidemment pas un ordinateur. C'est toute une tradition technique. C'est des milliers de chercheurs contre un pauvre mec tout seul, effectivement. Il a fini par être battu. C'est pas l'ordinateur qui l'a battu, c'est un fétichisme débile et stupide. Et là, on a su faire la même chose sur un plan cinétique. On a tout d'abord prolongé nos membres par un outil, etc. Puis quand on fait une machine, on extériorise par rapport à sa personne un geste. Et quand vous additionnez les deux, ça peut vous donner, par exemple, un robot maçon. Et effectivement, sur le plan intellectuel, c'est très grave parce que la plupart des techniques aujourd'hui, c'est le contraire de l'empowerment, ce que vient de dire Antoine. Ça se substitue à vous en totalité. Et là, on arrive vers un scénario qui avait été décrit par une journaliste dans les années 90. Tout le monde s'était foutu d'elle. C'était Viviane Forester quand elle avait écrit l'horreur économique. Je suis désolé, alors ça, franchement, l'horreur économique, aujourd'hui, on l'a partout. Alors, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est que je suis persuadé que ça va se casser la gueule. Tout simplement parce qu'on n'aura ni l'énergie, ni les matériaux. Et franchement, quand on va commencer à crever de faim, je vous assure que Google, ça ne sera pas très important. Parce que vous aurez d'autres soucis. Et en fait, ce n'est pas si loin que ça. Là, si vous voulez, sur le climat, on a pigé dans les années 2000 à 2010 que, évidemment, ce qu'on mettait dans l'atmosphère, ça s'accumulait. Et donc, petit à petit, plus on avançait, plus les fenêtres d'action, les fenêtres nous permettant de stabiliser les températures à un niveau qui restait encore acceptable, se fermaient les unes après les autres. Et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on prend conscience, et c'est effrayant, c'est plus effrayant que le climat, on prend conscience du fait que le monde vivant s'effondre autour de nous. Vous prenez les insectes, une étude publiée il y a 3 semaines, Science Direct, une étude fondée sur 73 points d'observation historique sur le monde entier, avec sur chacun de ces points des statistiques depuis des dizaines d'années. Et le résultat de cette étude, c'est que tous insectes confondus, ce n'est pas simplement les pollinisateurs, ce n'est pas simplement les insectes volants. Sur tous les insectes confondus, 41% des espèces, et s'y ajoute 1% supplémentaire chaque année, voit les effectifs de sa population diminuer chaque année de 2,5%. C'est-à-dire en quelques décennies, il n'y en a plus. Donc le monde s'effondre. Alors moi, franchement, Google, je m'en tape. Parce que ça ne va pas durer très 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 longtemps. Et je vous renvoie un papier que j'ai publié dans ma revue d'un très bon économiste, Éloi Laurent. Vous ne pouvez pas répondre aux enjeux écologiques si vous continuez le numérique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne des ludistes anti-numériques, parce que les deux sont complètement incompatibles. Pas le numérique tout seul, c'est aussi l'élargissement, si vous voulez, des classes moyennes, a fait repartir les flux de matière, mais complètement à la hausse. C'est-à-dire que ce qu'on extrait des sols et des sous-sols croît plus vite au monde que l'enrichissement, que le PIB, d'accord, que l'enrichissement monétaire. Et sur le plan de l'énergie, alors là, c'est vraiment le numérique, fait repartir tout à la hausse. Et donc, c'est un facteur de fragilisation de notre système qui est extrêmement important. Et d'une certaine manière, si ça se casse la gueule, je serais content. Parce qu'effectivement, sinon, on a ces scénarios que l'un et l'autre expriment. Donc, vive l'effondrement. Ça peut aussi avoir un côté sympathique. Je vois que vos voisins... Il y a d'autres techniques possibles, on en reparlera après. Je vois que vos voisins acquiescent à vivre l'effondrement. Alain Damasio, vous avez évoqué les ZAD tout à l'heure. C'est évidemment une forme de vie alternative qui vous inspire beaucoup. Vous êtes rendu, je crois, 3 fois dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'elle vous apprend personnellement? Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre à tous
cette ZAD, ou c'est les ZAD en général, hein? Bon, il y a énormément de choses, mais déjà, il y a, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que, moi je le dis souvent, c'est les corps. C'est tout bête, mais tu vois des corps vivants. C'est-à-dire que tu vois des gens qui sont... Et j'ai envie de dire, tu vois aussi des cerveaux vivants, mais ça marche ensemble en réalité, quoi. C'est-à-dire que tu vois des gens qui ont un très haut niveau, souvent culturel, c'est assez étonnant, mais qui sont au courant extrêmement bien de ce qui se passe en termes écologiques, justement, avec les menaces d'effondrement, qui ont une culture politique extraordinaire et qui font. C'est-à-dire qu'ils cumulent une conscience de lutte assez forte, mais c'est vraiment vivre et lutter. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils développent des choses, développent des projets, ils font de l'élevage, ils développent des jardins potagers, ils travaillent sur la forêt de façon raisonnée, ils bâtissent des charpentes, ils essaient de reconstituer une filière bois, mais intelligente et locale, etc. Et tout ça est fait avec énormément d'intensité, énormément d'énergie. Donc cette vitalité-là, c'est la première chose, moi, qui me frappe et qui me rend... et qui me touche et qui me donne envie d'y aller, d'y retourner. Donc je ne sais plus combien de fois je suis allé maintenant, mais vraiment, ça c'est très touchant. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en France, enfin, on n'a pas quand même énormément d'exemples, quoi. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la ZAD, et la ZAD est une vraie plateforme au sens où voilà, il n'y a que 300 personnes, mais il y a peut-être 50 ou 100 000 personnes qui sont passées venant de tous les pays du monde. C'est vraiment un lieu de brassage, d'intelligence, d'échange, d'ateliers, etc. Mais ça reste, voilà, ça reste une zone relativement encore modeste. Et même si on dit qu'il y a d'autres ZAD en France, ça n'a pas du tout la même. Donc ça, c'est ça le côté un petit peu inquiétant. Mais pour revenir à ce que disait Dominique, là, moi j'aime beaucoup aussi l'idée. Je pense que la prochaine anticipation que je ferai, c'est effectivement effondrement des terres rares. C'est-à-dire que là, on est en train de piller les terres rares. Et 90% des terres rares sont pillées en Chine, hein, parce que nous, on ne veut pas le faire en France, que ça pollue trop. Quoi. Rares, donc on externalise notre pollution sur les Chinois, en disant « Oh là là, c'est chinois et machin ». Mais bon, on est bien content de récupérer dans le smartphone les terres rares dont on a besoin. Mais ça va s'épuiser extrêmement vite. Et donc, je pense que d'avoir un ordinateur ou un smartphone, si je fais une anticipation à 40 ou 50 ans, ça deviendra quelque chose d'extraordinaire, réservé à une élite de l'élite ou je sais pas quoi. Donc de pouvoir faire des calculs, on reviendra à l'époque où d'avoir un espèce de super ordinateur pour faire un calcul, c'était déjà... Donc on ne se rend pas compte, mais on est sur le sommet de cette courbe-là, à tous avoir une généralisation à 98% des gens qui ont des smartphones, etc. Donc des ordinateurs portables extraordinaires. Mais enfin, soyez conscients que voilà, on aura été, on aura été juste un moment de cette époque-là, assez absurde à plein de niveaux. Mais vous inquiétez pas, ça va forcément s'effondrer effectivement à ce niveau-là. Donc on reviendra à des low-tech, on reviendra à des choses peut-être plus intéressantes. Voilà. Antoine Jacquet, le héros de votre livre, quand il va essayer de partir à la recherche de son fils, va du coup se retrouver dans des villages d'inutiles, mais qui correspondent un peu dans leur fonctionnement aux ZAD. Oui, je les ai mis en Bretagne d'ailleurs. Vous les avez mis en Bretagne. Qu'est-ce que... Enfin, on vous sent très sensible j'ai envie de dire théorie de l'effondrement, mais c'est pas forcément une théorie. Mais bon, ça, c'est à vous d'en juger. Oui, alors... J'avais pas encore lu tous les essais sur l'effondrement quand j'ai démarré mon livre. Même jusqu'au bout, je crois, je les ai lus depuis une année. Par contre, je crois qu'il n'y a pas besoin de lire Servigne pour avoir ce sentiment. Donc Pablo que ça se passe Servigne, mal. qui est Voilà. le représentant de la collapsologie, enfin, c'est lui qui a donné naissance au néologisme, pour ceux qui ne... Donc le sentiment était là, l'inquiétude était là. Et puis, cette question, hein, pourquoi courir, pourquoi être soumis à ce salariat, pourquoi donner finalement toute son énergie vitale pour avoir les moyens de se loger. Alors oui, en effet, on est mieux logé qu'on l'était au début du XXe siècle. On a l'eau courante, on a l'électricité, on n'a pas froid, hein, ce qui est quand même un gros morceau par rapport au début du XXe siècle. Mais mine de rien, on n'a plus beaucoup d'énergie vitale pour faire ce qu'on a envie, pour fréquenter les gens. Moi, mes groupes d'amis, je les vois quasiment plus, simplement parce que chacun est pris dans cet étau du salariat qui fait qu'on doit bosser. Et en plus, évidemment, on voit comment la valeur travail est mise en avant. Le rêve est d'avoir un travail, un CDI, on n'y croit même pas. Donc c'est assez fou de voir comme cette prison devient un rêve. Et une fois qu'on est dedans, on rêve d'en sortir.
il y a vraiment quelque chose de désagréable. Donc oui, ce retour aux sources, évidemment. Moi, je pense que les années 70, les hippies, il y avait quelque chose. À mon avis, les drogues ont un peu tué leurs élans. Je ne sais pas dans quelle mesure le système a écrasé le mouvement hippie pour faire croire que tout ça était une utopie, alors qu'on y repense aujourd'hui et on réalise qu'il y avait vraiment des bonnes choses à prendre par rapport à la vie en petite communauté, par rapport à être autonome pour la nourriture. Enfin, si on regarde ce que faisaient les hippies, il y avait plein de choses hyper intéressantes qu'on devrait ressortir aujourd'hui si on veut vivre en consommant moins, voire si on veut survivre à cet éventuel effondrement que moi, personnellement, je ne souhaite pas, parce qu'il me fait trop peur. J'ai du mal à croire que ça pourrait se passer dans la douceur. Je rêve à ce retour au plus sain, à la simplicité. On a eu la sobriété heureuse, il y a eu plusieurs livres là-dessus, il y a des mouvements qui sont là-dedans, il y a beaucoup de Français qui essayent des choses, pas seulement dans les ZAD, mais de plus en plus les gens reviennent aux sources, les Parisiens partent en campagne, alors ça reste des petites expériences, mais je disais tout à l'heure que je connaissais peu de gens qui se disaient heureux de leurs conditions. Les personnes qui font ça semblent avoir à nouveau le feu intérieur. Donc sans avoir une réflexion intellectuelle sur le sujet, on voit qu'on est quand même lié à la terre, on fait partie de la nature, du vivant, et ce sont ces choses qui nous nourrissent vraiment. D'où ma deuxième partie du livre où on voit que je reviens dans tu parlais des corps, les corps des gens deviennent importants, travailler la terre, réaliser le lien avec les animaux, puisque nous sommes également des animaux humains. Même si on aime à le nier pour se sentir supérieur à quelque chose comme les élites vis-à-vis des désignés. Je crois que j'ai répondu à ta question. Très bien. Dominique Bourg, dans votre dernier livre, vous appelez à une nouvelle spiritualité qui pourrait même ajouter une couche à ce beau tableau de reconnexion à la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire par nouvelle spiritualité? Comment on transforme ces expériences qui peuvent être isolées et peu nombreuses, comme vient de le dire Alain Damasio, comment on transforme ça et on généralise ça en créant une conscience, alors soit planétaire, comment on retrouve cette conscience de notre interconnexion avec la nature? Alors franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est en cours. D'ailleurs, l'un et l'autre, dans leur discours, c'est très intéressant, ils reviennent au vivant. Tous les deux parlent. Alors pour moi, c'est fondamental. Si on est le paradigme mécaniste qui naît fin 16e, début 17e, on a imaginé que la Terre, que la nature même, n'était qu'un agrégat de particules matérielles reliées entre elles par une loi très simple. Et donc, du coup, évidemment, les êtres humains n'étaient pas naturels. Ils n'avaient rien à voir avec cette nature. Et le progrès, c'était une destruction de la nature et un arrachement continu à la nature. Et en fait, on sent sourd de la société une tendance, mais totalement inverse, de retour au vivant. Vous l'avez aujourd'hui dans la sensibilité à la cause animale. Vous l'avez dans l'affirmation des droits de la nature un peu partout sur Terre. Vous l'avez dans le succès qu'on livre, par exemple, sur les arbres et qui s'appuie derrière sur toute une révolution de la biologie végétale, où on s'aperçoit que le vivant n'est pas moins complexe que l'animal. Vous l'avez dans le retour de dans l'arrivée ici, la sylvothérapie, etc. On voit, même sans que, puisque vous parlez de spiritualité, c'est vraiment important, même sans que les gens le disent, vous voyez ressurgir une forme de culture chamanique, etc. Alors pour moi, c'est ça l'avenir. C'est pas Google. Et ça, je sens que c'est extrêmement puissant, que c'est en train d'essayer de monter. Et du coup, ça, comment dire, si vous pensez par exemple à quelque chose comme la permaculture, c'est aussi assez intéressant de ce que pourrait être l'avenir. Parce que là, pour le coup, on a une technique qui se veut imiter le vivant au lieu de s'y opposer. Elle était à la fois inspirée des aborigènes, de leurs pratiques culturelles, ou d'agriculture, si vous voulez, et puis de la science des écosystèmes, avec sa sophistication. Et elle est absolument inséparable d'une relation très éthique à la nature et à autrui. Et donc, il ne faut pas désespérer des techniques. C'est les techniques qui ont été produites par ce paradigme mécaniste qui nous amène un peu à nous ruiner et qui sont effectivement dangereuses. Et on voit une autre relation
à la nature, mais qui nourrit une autre relation à soi, une autre relation aux autres, une autre relation aux techniques. Et ça, je pense que c'est en train d'émerger de façon extrêmement puissante. Et la France est un pays intéressant à cet égard. Il y a les zadistes, ça, je suis d'accord. Il y a une véritable inventivité. Mais la France est par exemple un des pays où vous avez les plus grandes surfaces en agroécologie. C'est 300 000 hectares dans ce pays. C'est un pays où on fait preuve d'une inventivité en matière de low-tech. Pas que la France, mais tout ça, c'est très intéressant. Il y a bien autre chose qui est en train d'émerger. Alain Damasio et Antoine Jacquier, vous participez avec votre travail d'écrivain à faire émerger des nouveaux imaginaires qui permettent d'inventer des autres formes de possibles. Qu'est-ce que vous écrivez, mais qu'est-ce que nous, chacun d'entre nous peut faire, peut-être pour le mot de la fin, pour permettre ces nouveaux futurs possibles? Enfin, juste, je rebondis sur ce que dit Dominique, oui. mais il a parfaitement raison. C'est-à-dire que moi, je sens, et souvent, nous, voilà, auteurs de science-fiction, on est un peu des pellicules sensibles, évidemment, comme tous les artistes. C'est-à-dire que on sent forcément les tendances de fond, et même notre imaginaire est influencé par ces tendances de fond. Moi, je vois le livre que je viens de finir là, Les Furtifs, j'aurais absolument pas écrit le même livre il y a 20 ans ou 25 ans. C'est-à-dire que moi, j'étais gorgé de cyberpunk, comme beaucoup d'écrivains de SF, c'est-à-dire que on voyait l'avenir comme un couplage de l'homme et de la machine. Et la fascination était sur ce couplage de machine. Aujourd'hui, ça me fait absolument plus rêver, ça ne porte plus mon imaginaire, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'amener, quoi. Et aujourd'hui, moi, dans Les Furtifs, c'est un couplage entre l'homme et une nouvelle espèce qu'on n'avait pas vue jusqu'ici, qui pourrait être une des premières de toutes les espèces, en tout cas une sorte d'espèce Lucas, Last Common Unique Ancestor. Bon, c'est-à-dire une espèce qui a une hyper-vitalité, quoi. C'est-à-dire que c'est l'hyper-vivant. C'est cette vitalité qu'on a perdue en s'arrachant effectivement depuis 2 ou 3 siècles complètement à la sphère naturelle. Et on retrouve un mouvement en retour vers ce vivant. Et ça nous paraît très très neuf parce qu'on s'est tellement éloigné que... Et donc, moi, je suis très, très optimiste aussi par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que ce retour et cette réarticulation au vivant, elle est extrêmement forte. Et on commence, notamment, moi, je suis très sensible à l'aspect perception. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un modifie ma perception, les choses changent. C'est pas qu'on va me dire, tiens, tel arbre. Si je lis un bouquin, ça va pas suffire. Mais si je vais en forêt, moi, je me souviens d'un moment à la ZAD, j'ai passé 2h30 avec un spécialiste de la forêt vraiment là-bas. Je suis sorti, je peux plus voir la forêt de la même façon. Il m'a montré des choses, il m'a montré des liens, le mycorhize, les ifs, comment les arbres communiquent entre eux, comment ils se protègent ou comment ils se décalent pour avoir la lumière, etc. Comment ça fonctionne ensemble, quoi. C'est-à-dire des liens que je ne voyais absolument pas, que je ne voyais plus, parce que j'ai pas cette culture. On n'a plus cette culture, on nous l'a enlevé, on nous a plus éduqués à ça. Et quand tu te rééduques à ça, eh ben, la grande différence, c'est que tu vois les choses, tu vois les liens. Et tu te retrouves inséré dans le vivant. Deuxième exemple qui m'a complètement marqué et bouleversé aussi, c'est un philosophe du vivant que j'adore, que je trouve excellent, qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est un spécialiste des loups et qui est un spécialiste du pistage. Il m'a amené simplement une après-midi. Une après-midi, on a remonté une rivière, le Jabron, et il m'a montré les pistes, les traces, et il m'a expliqué, à partir des traces que je voyais, quel animal c'était, qu'est-ce qu'il avait fait, et quels étaient les ethos derrière, quels étaient les comportements animaux derrière. Et tout d'un coup, à travers cette rivière, j'ai vu toute la vie animale se déployer juste à partir des traces qui sont juste la mémoire des déplacements des animaux. Et ça y est, j'ai commencé à voir que c'était effectivement un écosystème. Et qu'est-ce que ça voulait dire, même le mot d'écosystème? Ben voilà, il a changé ma perception, simplement. Et je pense que si on a des gens qui nous amènent ça, ben, progressivement, et surtout nos gamins, si on les amène à ressentir ça, je peux vous dire que très très vite, le rapport au vivant, il va muter, quoi, c'est sûr. On va terminer là-dessus. Je suis désolée. Éduqué. Antoine Jacquier, je vous donne la parole 1 seconde parce que je vois qu'il est 15h00 pour un mot de la fin. Et ensuite, on va conclure. Je vais vraiment pas faire long, hein, mais mon premier roman était sur la dépendance à l'héroïne il y a 8 ou 9 ans. Et aujourd'hui, je vois vraiment, je suis spécialiste dans les dépendances de formation en tant que travailleur social. Et aujourd'hui, je vois vraiment des parallèles entre l'addiction aux drogues et l'addiction au numérique. Et à mon avis, tout ça est calculé et réfléchi. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est de se souvenir qu'on nous file de la cam et réfléchir à comment on la consomme. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.